Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais suite à la vidéo qui était consacrée à la réponse à incident. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur une réelle réponse à incident, un scénario pratique qui va vous permettre de venir détailler les 4 étapes qu'on a pu voir au sein de notre réponse à incident. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous recommande fortement de la regarder avant de poursuivre cet épisode. Tous les liens, encore une fois, seront en description. Je vais m'aider encore une fois de Try Avec Me afin de pouvoir vous montrer cette investigation beaucoup plus en détail. On est donc parti. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker. On est donc parti pour la présentation du scénario. Donc dans cet exercice, on va venir mener une investigation sur une cyberattaque qui a été menée par un attaquant, notamment sur l'action offensive de défacement de site d'une entreprise. Donc le fait de défacer un site, c'est tout simplement une modification de la charte graphique d'une entreprise qui peut porter atteinte à son image au sein de son secteur, mais également à ses opérations quotidiennes opérationnelles. Donc, on a de la chance, cette entreprise utilise Splunk en tant que solution SIEM. Donc, notre tâche en tant qu'analyste SOC va être de venir mener une investigation sur cette cyberattaque, de venir cartographier les activités de l'attaquant au travers les 7 phases de la cyber kill chain. Donc les 7 phases de la cyber kill chain, on va le voir juste après. Pour rappel, la cyber kill chain, c'était développée par l'entreprise Lockheed Martin, qui est une entreprise de défense américaine, qui a été ensuite repris par l'entreprise Mitre, qui a notamment créé le Mitre Attack et le Mitre Defend, qui ici vont beaucoup plus loin dans les différentes tactiques, techniques et procédures de l'attaquant. Donc on peut voir juste ici. On va revenir très rapidement dessus juste après. Ici, on nous rappelle qu'il n'est pas important de venir suivre les différentes séquences, les différentes étapes de la cyber kill chain durant notre investigation, puisqu'en fait, une étape peut venir mener à une autre. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de l'analyse dans un SOC, en fait, c'est un petit peu comme tirer des pelotes de laine. Vous allez venir tirer de chaque côté. En fait, au bout d'un moment donné, vous allez venir récupérer de l'information de différentes phases. Donc aujourd'hui, on va venir commencer avec l'étape de reconnaissance, mais par exemple, votre première alerte dans un SOC peut être liée par exemple à de l'exploitation. Et en fait, à partir de l'exploitation, vous allez venir récupérer les étapes précédentes et également les étapes qui vont être liées au post-incident en fait. Donc, pour rappel, la cyber kill chain, c'est ce qui nous permet de venir mapper, cartographier les activités d'un attaquant durant notre investigation. On va être également amené à utiliser des outils OSINT, donc qui je pense vont être liés notamment à tout ce qui va être WHOIS, donc pour tout ce qui est enregistrement de noms de domaine et de sites web, qui vont notamment nous permettre de pouvoir retrouver de l'information, qui vont nous permettre d'enrichir notre kill chain. Voici les différentes étapes de la cyber kill chain. Je vais aller directement sur le site, ça sera un petit peu plus parlant. Donc on en a 7. Au total, c'est bien ça, on en a 7. Donc on a la première étape qui est l'étape de reconnaissance, où ici on va venir récupérer, donc l'attaquant va venir récupérer des adresses mail, des informations sur un nom de domaine, sur l'entreprise. Donc ouais, toutes ces informations-là peuvent être trouvées en source ouverte, donc de façon passive, mais également de façon active via des scans de vulnérabilité, etc. On va avoir l'étape où ici, ils vont venir développer ou utiliser des potentiels exploits qui ont été publiés donc, publiquement sur des sites et qu'on va venir utiliser comme charge utile. L'étape de delivery, donc c'est l'étape de livraison pour faire une traduction très rapide, c'est ce qui va notamment permettre d'utiliser un vecteur de compromission. Donc dans notre cas, ça peut être principalement lié à l'email, donc notamment le phishing, mais également via des attaques physiques comme notamment l'USB. Ensuite, on va avoir la partie exploitation. Donc la partie exploitation, ici, on va venir récupérer les informations qu'on a eues précédemment dans la partie reconnaissance, qui vont nous permettre notamment d'utiliser des exploits, donc de venir utiliser les vulnérabilités. On va avoir l'étape d'installation, donc notre but principal pour un attaquant ici, ça va être de venir installer un malware. Le command and control, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec le serveur de l'attaquant pour utiliser par exemple différentes commandes, comme par exemple du keylogger, etc. Et ensuite, on va avoir les actions et l'objectif de l'attaquant. Ça peut être notamment de l'exfiltration de données. On va avoir du cryptolocker pour tout ce qui va être ransomware, etc., etc. Donc voilà, globalement, les 7 étapes de la cyber kill chain. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les étapes de l'attaquant, vous avez notamment le Mitre Attack qui, cette fois-ci, se compose sous 14 étapes. Donc on retrouve toujours les phases de reconnaissance.
On retrouve toujours les phases de resource development pour notamment tout ce qui est partie weaponization. Pour la partie delivery, on est sur la partie exécution, voire même un petit peu avant. Et ensuite, on va voir tout ce qui est étape persistance pour garder un accès futur sur le site, etc., etc. Donc voilà, donc globalement, les étapes vont se retrouver ici, les étapes de la cyberkill chain, et vont être développées en sous-catégories, sous-techniques et sous-procédures. Donc voilà globalement pour la cyberkill chain. Au niveau de notre scénario, ici on est sur une grosse entreprise, assez majeure dans son secteur, ça a l'air en tout cas. Son nom c'est la Wayne Enterprise, donc qui peut être potentiellement lié au film Batman, etc. Qui a été récemment défacé par une cyberattaque. Puisque l'attaquant, on nous dit ici qu'il a réussi à s'introduire dans le réseau. Notre but ici va être de trouver la façon de comment il a pu potentiellement compromettre notre serveur web et donc d'effacer notre site iamreallyNotBatman.com. Actuellement, le site affiche un trademark, donc on va dire le logo public de l'attaquant, et notamment un slogan qui est Your site has been defaced. Donc, avec ces premières informations, on peut déjà avoir des indices sur notre investigation qu'on va venir mener juste après. Et notre analyse, donc on peut voir ici qu'on a un logo WordPress, donc qui peut être potentiellement notre CMS. On a également ici, je crois de mémoire c'est du Joomla, on va voir ça juste après. On a le titre de l'attaquant, on a, ça a l'air d'être je pense le nom de l'attaquant, en tout cas le nom de l'APT, etc. Ici on a un message qui s'adresse directement à l'administrateur du site web. Et ensuite, donc nous, on a été appelés pour rejoindre l'équipe d'analyse sécurité. Alors ça peut être notamment l'équipe de réponse à incident, pour notamment venir mener une investigation sur la cyberattaque et trouver la root cause. Donc la root cause, c'est la première cause en fait de l'attaque. Donc vraiment retrouver le patient zéro et potentiellement retrouver les informations de reconnaissance, etc. De l'attaquant au sein de notre réseau. C'est une bonne chose qu'ici il y ait Splunk en place puisqu'il a déjà pu collecter tous les événements système, sécurité, etc. d'application de nos systèmes et de notre réseau. Et que donc on a pu obtenir les activités de l'attaquant sur nos systèmes d'information. Ici on va devoir donc utiliser nos compétences d'analyste pour venir explorer les différents événements et retrouver les différentes actions qu'a mené l'attaquant au sein de notre système d'information. Notre première étape va être donc la Detection and Analysis Phase, qui est notre deuxième étape dans la réponse à incident. Alors pourquoi on ne fait pas la première étape puisqu'on est sur une étape de préparation? Et en fait l'étape de préparation peut être également liée juste après l'étape de post-incident. En fait, une fois que vous avez tous les rétex, les retours d'expérience, etc., en fait, vous pouvez venir enrichir votre étape de préparation. En soi, l'étape de préparation est déjà réalisée puisqu'ici, ils ont déjà installé Splunk, donc on va dire qu'une partie de l'étape de préparation est complétée. On va revenir très rapidement sur Splunk, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet outil, je vous invite à regarder les vidéos qui sont liées à cette solution de sécurité. Ici, on nous dit que les logs qui ont été importés dans Splunk sont des logs liés au serveur web, au pare-feu, à Suricata qui est une sonde réseau, et Sysmon qui est également un capteur qu'on utilise sur Windows pour venir capturer des événements de façon un petit peu plus lisible. On nous rappelle ici qu'on va pouvoir utiliser le résumé des données dans Splunk pour pouvoir notamment explorer les sources de données qui sont présentes sur le réseau et également sur la partie système. Donc on nous invite à aller cliquer sur le Data Summary et je vous invite à prêter attention sur les données qui vont nous être données en espérant que cette fois-ci TryAlchemy ne plante pas. Ok, ça a l'air d'être un petit peu lent donc on va faire avec, on est en conditions réelles, nos systèmes sont pas forcément hyper fluides. Donc les premières informations qu'on va pouvoir avoir c'est nos hôtes, donc ça c'est pas forcément hyper parlant, on voit ici qu'on a Suricata, là potentiellement ici c'est du Windows, on a des adresses IP mais le nommage n'est pas forcément hyper clair, on a du Splunk. Donc on va d'abord venir se concentrer sur les sources type, je préfère. On a des journaux d'événements Windows, puisqu'on a ici du Win Event Log. On a du FortiGate, coup dur pour nous, on a des pare-feux Fortinet qui sont en ce moment très sensibles aux cyberattaques, qui sont sujets à pas mal de cyberattaques. Donc coup dur pour nous, on va devoir se concentrer sur du FortiGate. On a l'E2IS, donc qui est un serveur web sous Windows, donc potentiellement notre iamreallyNotBatman.com est hébergé sur un 2IS. On a un scanner de vulnérabilité Nessus, donc, qui a potentiellement été utilisé par d'autres équipes Blue Team de notre entreprise, ou potentiellement de l'attaquant s'il a réussi à se latéraliser
à travers notre système. Et ensuite, on va avoir ici toutes les requêtes DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IP, LDAP, en gros tout ce qui est requête à travers notre réseau. Donc au total, ça nous fait quand même pas mal d'événements. Au niveau des sources, on va rester également sur les mêmes. Ici, on va avoir le nom des sources qui peut être utile juste après. Donc première chose à noter, on est principalement sur un environnement Windows. On a notre pare-feu qui a l'air d'être du FortiGate, donc qui est lié à Fortinet. Donc potentiellement venir se rapprocher des CVE qui sont liés au pare-feu de Fortinet. On a du 2IS, donc qui est du Windows. On va avoir du Nessus et ensuite on va avoir tout ce qui est requête. Donc là déjà on a des premières informations qui vont nous permettre de nous orienter correctement dans notre investigation. Ici on nous fait le rappel très rapide de ce que je viens de vous présenter à l'instant. Et l'index principal sera index bot, donc qui est lié au Boss of the SOC. Boss of the SOC, ça c'est la première version sur TryHackMe. De mémoire je crois qu'il y en a une deuxième. Si vous allez, je crois que c'est dans la partie Learn. Alors en espérant que TryHackMe cette fois-ci fonctionne correctement. Si vous allez dans la partie Learn, vous allez ici dans la partie Learning Path et vous avez la partie, je crois que c'est peut-être SOC Level ou peut-être Cyberdéfense. On va regarder ça ensemble. Donc dans la partie Cyberdéfense, on a notamment ici le Splunk 2. Donc si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans les Boss of the SOC, vous avez notamment la version 2 qui est juste ici. Ok, donc pour notre première étape, ça c'est plutôt bon. Donc on nous a rappelé notre index, l'IP de notre machine pour se connecter. Et puis voilà, donc on va pouvoir compléter ça. J'espère que vous avez bien réussi à cerner le scénario. On est donc parti pour la première phase de notre investigation qui va être notamment de repérer la phase de reconnaissance de notre attaquant. Alors la phase de reconnaissance, c'est la première étape d'un attaquant, c'est notamment cette première étape qui va lui permettre de pouvoir découvrir et collecter de l'information sur sa cible et de pouvoir en savoir un peu plus sur les systèmes qu'utilise l'entreprise, les applications web potentiellement s'ils souhaitent passer par notamment le vecteur du serveur web, les employés et potentiellement la localisation de l'entreprise qui peut potentiellement lui servir. Donc, dans notre cas, on va commencer notre analyse par examiner la phase de reconnaissance sur le serveur web armory.batman.com. D'un point de vue analyste, il nous rappelle ici que un analyste a plusieurs façons de venir mener une investigation. Dans mon cas, je vais venir vous montrer ma méthode d'investigation qui est relativement simple afin que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. Et puis également suivre forcément l'énoncé de TryHackMe. Donc notre premier index, c'est celui-là. On va venir se concentrer sur lui. Et on va venir récupérer les informations qui pourraient potentiellement être utiles pour répondre aux premières questions sur la reconnaissance. Donc ici, on nous dit qu'on a plusieurs sources type, notamment sur Ekata, les streams HTTP, FortiGate 2IS. On nous dit d'abord de se concentrer sur les streams HTTP, donc pour voir en fait toutes les requêtes HTTP, donc destination et source. Ici, il nous dit qu'on va venir se concentrer sur les sources IP. Donc on voit ici qu'on a 22 200 événements qui sont liés notamment à tout ce qui est requête HTTP. Pour rappel, il nous demande d'aller regarder au niveau des sources IP qui peuvent être notamment liées potentiellement à un scan extérieur. On voit ici qu'on a deux adresses IP qui ressortent. On a la 148.42 et la 63.114. Je vais me concentrer sur les deux derniers octets afin que ça soit plus facile à énoncer. On voit qu'on a une forte volumétrie sur la 148.42 et on a une faible volumétrie sur la 63.114. Donc potentiellement, on a l'adresse IP de l'attaquant qui peut être la 148.42. Je vous propose qu'on aille venir corréler ça avec d'autres types de données. Alors je pense qu'ils vont nous le mettre juste ici. Donc on nous dit bien ici qu'on a la 148.42. Et pour venir ici valider notre adresse IP, il nous demande de regarder au niveau de Suricata. Donc en fait, on va venir corréler plusieurs sources d'événements afin de venir valider notre potentiel adresse IP de l'attaquant. Et au niveau de Suricata, on a un champ qui est le source IP qui ressort également. On a toujours la 148.42 qui est sûrement celle de l'attaquant. On a la 250.70 qui, elle, pour le coup, est une adresse IP privée, donc qui est un sous-réseau, donc qui est sûrement lié à l'adresse IP de notre serveur web. Et on a toujours celle-ci qui est la 63.114 qui a toujours une faible volumétrie. Donc ici, ça paraît assez logique que celle-ci ait beaucoup d'événements puisque ça doit être sûrement notre serveur web. Donc si c'est les réponses, forcément ici, on va avoir également une forte volumétrie. Mais on voit ici qu'en termes de requêtes entrantes,
eh bien, on a beaucoup plus d'événements sur notre adresse IP 148.42. Donc une fois qu'on a corrélé tout ça, il nous demande une des alertes sur Ekata surligne une valeur CVE qui est associée à la tentative d'attaque sur le site. On nous demande ici de retrouver la CVE. Donc on est sur Suricata. Je pense pas qu'ici on ait un truc avec CVE. Non, on va potentiellement venir chercher signature. Je pense qu'en signature on aura quelque chose. Alerte signature, on a une CVE qui ressort pour l'instant. Et sur le champ signature, on a aussi une seule signature. Alors juste, on va revenir après en arrière sur la partie requête, puisque je me rends compte que j'ai pas regardé tout ce qui était partie post, etc. Donc on va regarder ça. Au niveau de la CVE, on serait sur du shell shock, donc c'est une vulnérabilité qui exploite un bug dans le shell Linux. Donc on va regarder ça. Et si on revient en arrière, rappelez-vous, tout ce qui était stream, on était sur du HTTP. On a potentiellement déjà de l'information qui peut être utile, qui nous avait donné juste ici, donc tout ce qui était post request, URI et user agent. On va regarder ça ensemble. Donc on a du user agent, si on met juste user, ici on va avoir le user agent. On a des user agents qui paraissent assez légitimes à première vue, on a du Mozilla. Ça par contre pour le coup c'est pas du tout légitime. On a du Python, donc potentiellement un script externe. Et ici on a du Akunetix. Akunetix qui est de mémoire un scanner de vulnérabilité. Akunetix Web Application Security Scanner, donc c'est vraiment un scan de vulnérabilité sur les applications web. Et ensuite il nous demandait, on avait les user agents, les post requests et les URI. Donc on va regarder au niveau des URI ce qu'on a. Et ici, on voit qu'on a notre première information qui ressort. On serait sur du Joomla, donc Joomla qui a un CMS. Alors, je sais plus si c'est pour faire du e-commerce. Non, c'est juste pour le site web professionnel, mais je pense qu'on peut faire du e-commerce avec. En fait, vous voyez, c'est juste un panel en gros qui permet de pouvoir manager son site. Et donc ici, on voit que si on regarde URI PAF, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Et URI Query, on a potentiellement... Ici, on a encore le Akunetix qui ressort. On a du Amazon et on a ici notre page administrateur, donc qui est potentiellement ici un scan de notre page administrateur pour pouvoir récupérer les informations de connexion et pouvoir potentiellement effectuer un brute force. Donc on a ces trois informations là. Donc la CVE, du coup on l'a pas rentrée, c'est la CVE 2014 62 71, je pense que ça va être ça, on n'en a pas vu d'autres. Le CMS, on vient juste de le voir à l'instant, c'est Joomla, notamment grâce à l'URI. Le scanner qui a été utilisé, on peut le voir notamment avec les user agents. Alors en fait, pourquoi venir se concentrer sur les user agents? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé par exemple Burp Sweep, etc. Mais en fait, Burp Sweep, vous pouvez venir modifier votre user agent afin d'être moins flag par les solutions de détection. Et donc le fait de modifier en fait son empreinte, eh bien ça va pouvoir permettre de venir effectuer des scans sans être potentiellement détecté. On voit ici qu'on a du Akunetix, donc je pense très rapidement qu'on est sur du Akunetix. Et effectivement, on était sur du Akunetix. Et ici, on nous demande quelle est l'adresse IP de notre serveur amoreynotbatman.com. On peut revenir sur les streams HTTP et potentiellement aller sur les... Donc ici, on avait les adresses IP sources. Donc les adresses IP sources, ici, on a la 23, 22 et on a notre potentielle adresse IP de l'attaquant, enfin qu'on vient de confirmer à l'instant. On peut venir se concentrer sur les adresses IP de destination et pas de source. Ici, destination, on a la 250.170 qui a une grosse volumétrie, donc qui pourrait correspondre à notre serveur web. Et si vous vous souvenez, c'est celle qu'on a récupérée sur notre Suricata. Donc je pense qu'on est très probablement sur l'adresse IP de notre serveur web. On va venir la rentrer ici. Et on est parti pour notre deuxième phase de notre investigation, et je vais notamment vous faire un résumé de ce qu'on a vu à la première. Ok, donc la phase d'exploitation, c'est la deuxième étape d'un attaquant, c'est notamment ce qui va lui permettre de venir exploiter une vulnérabilité connue. Donc on voit ici qu'une des CVE qui ressort, c'est la Shell Shock, qui pour l'instant n'a pas trop d'intérêt, puisque on serait sur un serveur web Windows, et que potentiellement ici,
on est sur du bash Linux. Donc, alors ici on est sur Wikipédia, on va éviter d'aller sur ce site. On va aller sur le CVE de Mitre. Et on voit ici notamment que cette vulnérabilité correspond à la version 4.3 qui permet à un attaquant de pouvoir exécuter du code arbitraire à distance, qui était notamment montré par plusieurs vecteurs, notamment tout ce qui était lié à OpenSSH sur un serveur Apache. Ok, donc potentiellement du coup lié à un serveur Apache qui aurait un lien avec l'exploitation qu'on va voir juste après. Donc dans cette tâche, notre but ça va être de récupérer les informations qui ont permis à l'attaquant de venir exploiter la vulnérabilité. Pour rappel, sur notre première phase d'investigation, on a retrouvé deux adresses IP, on a la 148.42 et on a la 250.70, donc la première qui correspond à l'adresse IP de notre attaquant et la deuxième qui correspond à l'adresse IP de notre serveur web. Et ensuite, la troisième information qu'on a, c'est qu'il a utilisé un scanner de vulnérabilité Acunetix pour notamment venir scanner notre potentielle page Joomla pour se connecter en tant qu'administrateur. Donc ici, ils nous mettent plusieurs informations, on voit qu'ils nous mettent des camemberts. On va pas utiliser tout ce qu'ils nous mettent à l'écran. Le but, ça va être d'être succinct et de faire en sorte de pouvoir faire comprendre l'investigation dans sa globalité et d'aller droit au but. Donc on n'ira pas faire des camemberts, etc. Mais si vous souhaitez le faire de votre côté, eh bien je vous invite à le faire en parallèle de cette vidéo. Donc la première requête qui nous demande d'utiliser, c'est celle-ci. Donc on va venir la rentrer dans Splunk et je vais vous expliquer son fonctionnement. Donc le but de cette requête, c'est toujours de se baser sur notre index bot SV1. On va venir ici récupérer les informations qui sont liées à notre site. Alors pour que ça soit plus propre, je mettrai le source type avant, mais bref, ils l'ont mis de cette manière. Ici, ils sont partis sur la stat count, donc qui permet en fait de venir compter le nombre d'événements sur le champ source IP. Ils vont venir renommer ce champ-là request et ils vont venir en fait le grouper notamment par les sources IP. Et ensuite ici on va venir trier les requêtes. Donc ici on peut voir qu'on a actuellement 17 000 requêtes qui ont été effectuées. On peut notamment le voir d'une façon très simple comme on l'a vu juste avant, juste en allant sur le count des événements. Ici, ils nous disent qu'on peut notamment passer sur une visualisation. On ne va pas le faire, on va essayer d'être assez rapide sur cette phase-là. Ils nous demandent également de venir récupérer des informations sur tout ce qui était requête HTTP avec la destination de notre serveur web pour notamment retrouver les informations de l'attaquant. Donc on va venir faire ça. Et donc une fois qu'on a rentré ça, on va avoir plusieurs informations qui vont être notamment les méthodes HTTP, donc tout ce qui va être post, guest, get, etc. Donc on peut le voir juste ici. On va pas trop y aller, on voit en tout cas qu'on a pas mal de requêtes en post, également pas mal de requêtes en get, donc potentiellement ici l'attaquant, on va regarder ça ensemble. En fait l'attaquant essaie d'envoyer de la donnée, donc potentiellement d'essayer de se connecter. Ici ouais, on voit qu'on a à peu près 14 000 événements qui sont liés aux requêtes post. Ici si on trie justement par ces requêtes là, on voit que une des adresses IP qui fait pas mal de requêtes post, c'est notamment la 148.42, pas très étonnant. Et ici, on nous dit qu'il y a des interesting fields qui peuvent être notamment importants pour notre recherche, notamment le source IP, form data, donc on va regarder ça ensemble, et le user agent et l'URI. Donc l'URI, user agent qu'on a déjà vu juste avant, on va venir se concentrer sur le form data, et ce champ-là va nous permettre de pouvoir récupérer de l'information. Ici, on voit qu'on a encore une fois notre scanner de vulnérabilité. On voit également qu'on a un mail to test. Et voilà globalement. Potentiellement, ici, on peut avoir des informations qui vont être liées au mot de passe et à l'identifiant. Mais je pense que ça sera lié directement à la page de connexion. Ouais, effectivement, il nous le rappelle juste ici. Donc si ici, on va dans notre URI et qu'on récupère celle qui est liée à l'administration et qu'ensuite, on va dans notre data, je pense qu'ici on va pouvoir avoir des informations importantes pour la suite. On peut voir notamment ici qu'il y a un install package qui n'est pas forcément très parlant à première vue. On va regarder ce qu'il nous donne comme information. Donc on se base toujours là-dessus. Et au niveau form data, effectivement on ne le voit pas, mais apparemment on devrait avoir ce type d'information qui est lié à l'utilisateur et au mot de passe, mais vu que les événements sont moins de 20% présents dans notre requête, on va venir notamment, je pense,
venir enrichir ça avec une table. Donc on va faire ça. Donc là en gros on vient de voir que notre attaquant utilise la page de connexion des administrateurs pour pouvoir tenter des requêtes en poste qui peuvent être potentiellement du brute force. Et donc on voit effectivement qu'ici dans notre form data, donc qui est la requête qui est envoyée, on a bien tout ce qui va être partie username et notamment les mots de passe. Donc on voit ici qu'on a de l'admin et on a des mots de passe qui sont assez random qui sont envoyés. On voit ici qu'on a du Coca-Cola, on a du Alexis, Dolphin, Apple. Donc potentiellement ici on utilise une word list. Et on va regarder ce qui nous donne un peu plus en information. Ici nous donne la regex directement qu'on va venir utiliser pour extraire les champs admin et password. Donc on va venir utiliser ça. Donc en fait une regex c'est ce qui vous permet notamment, j'ai pas envie de le faire parce que c'est casse-tête, mais en gros une regex c'est ce qui vous permet notamment de pouvoir récupérer de l'information dans un champ qui n'est pas très bien structuré. Donc dans notre cas ici on voit que son but ça va être de venir récupérer dans le champ form data tout ce qui va être après le mot de passe. Il va venir renommer ce champ là et potentiellement après il va venir récupérer les informations de l'username. On voit que c'est pas mal admin, donc je pense qu'il va venir se concentrer sur admin et le mot de passe qui va être envoyé à ce compte-là. Donc on va venir rechercher ça ensemble. Et on voit ici qu'effectivement, on a le mot de passe qui ressort, donc on en a pas mal. Si vous voulez un site pour les regex, vous avez regex 101, et si on rentre, alors non, si on rentre ici, notre requête, on va venir récupérer cette requête là, on va venir la mettre juste ici. En fait, on voit ici que notre regex va pouvoir récupérer de l'information, et ici le underscore W, enfin le backslash W va pouvoir ici venir matcher sur que chaque caractère de notre mot. Donc ici on voit que c'est entre A, Z, et les chiffres. Vous pouvez utiliser regex 101, alors je vais juste vous zoomer ça pour que vous voyez un peu mieux. Mais en gros c'est ce qui vous permet notamment de pouvoir créer des regex beaucoup plus facilement. Voilà globalement pour ce site. La CVE, on va peut-être l'utiliser juste après. Donc ici, on a extrait un bon nombre de mots de passe. Et ils nous disent ici que au niveau de notre user agent, on a une information qui peut être potentiellement utile. C'est notamment tout ce qui va être lié à Python et puis à Mozilla. Donc ici, on voit qu'on a Mozilla Trident. Et en fait, en lançant cette requête-là, on va pouvoir avoir les user agents qui vont être liés aux mots de passe qui ont été tentés sur la page de connexion de l'admin. Pour ça, on va venir dupliquer cette fenêtre et on va venir ici récupérer les informations. Je viens vous décortiquer ça au fur et à mesure. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait avec cette requête? On reste toujours sur notre même index. Le source type, on reste sur nos requêtes HTTP. On part sur l'adresse IP, donc qui est notre adresse IP de notre serveur web, donc qui est imreallyNotBatman.com. Le HTTP méthode, on reste sur du POST. Donc en fait, c'est tout ce qui est données qui vont être envoyées au site web. Le form data, on va venir récupérer avec des wildcards tout ce qui va être entre username et password, et ensuite on va venir utiliser une regex qui va nous permettre de venir extraire les mots de passe qui ont été utilisés par l'attaquant, et ensuite on va venir ici regrouper ça sous forme de table, et on va notamment utiliser le champ horodatage time, le champ de la source IP pour mettre en évidence l'adresse IP source de notre attaquant, l'URI, donc qui est notre page de connexion de l'administrateur, le HTTP user agent et les creds. Donc en fait à partir de là on peut voir que Python, bah forcément c'est un script automatique qui est utilisé, et ici on a, apparemment le bon mot de passe qui ressort, puisque ici on voit que le user agent qui est utilisé juste ici, c'est Mozilla, donc potentiellement l'attaquant a réussi à casser le mot de passe de l'administrateur qui serait apparemment Batman. Donc voilà globalement pour la partie exploitation de vulnérabilité. Donc on peut voir ici, il nous résume encore une fois qu'on est sur une attaque brute force qui vient de l'adresse IP 23.22.63.114, donc le serveur de l'attaquant qui fait tourner le script en arrière-plan, et que un mot de passe a été trouvé qui est Batman, et qui a notamment été utilisé depuis l'adresse IP 148.42 via notamment un navigateur de recherche.
Donc ici, quel est l'URI qui a été utilisé pour les multiples tentatives de brute force? Donc c'est celle-ci, on a du Joomla Administrator, on va venir rentrer ça juste ici. À partir de contre quel username a été utilisé le brute force? On l'a vu tout à l'heure, c'est l'admin, c'est ce qui ressortait pas mal, donc on va venir ici mettre admin. Ensuite, quel est le mot de passe correct pour avoir accès au compte administrateur sur la console de management du site amory-batman.com? Ici, on a vu que c'était Batman, donc qui ressortait notamment au niveau d'ici. Et ensuite, les 3 dernières questions. Combien de tentatives de mot de passe uniques ont été effectuées dans cette brute force, dans cette attaque brute force? Donc pour ça, on pourrait utiliser ddump, donc qui est une commande qui nous permet de supprimer en fait les doublons. Là, actuellement, ici, on voit qu'on a 413 événements, donc on va rentrer 413, et si c'est pas ça, on utilisera la commande ddump. Voilà, donc pour ça, on va utiliser la commande ddump passwd dans notre cas, puisque c'est celui qui ressort. Je regarde juste où c'est creds. On va regarder. Ça doit être creds du coup. Hop, on va se baser sur creds. Et ici, on a toujours 413 événements, mais au niveau de nos stats, on en a 412. Donc en fait, ici, pourquoi faire un ddump sur creds? Puisqu'en fait, c'est le champ qu'on va venir extraire sur notre regex, puisqu'en fait, c'est ici qu'on va venir mettre dans notre tableau. Donc on va venir utiliser la commande ddump pour justement supprimer les doublons. Et en fait, ça doit être sûrement lié au fait que notre notre script de brute force a trouvé le mot de passe Batman, et qu'après, en fait, le mot de passe Batman a été utilisé par notre attaquant. Donc en fait, ça nous fait un doublon. Voilà globalement pour l'explication. Donc on n'est pas à 412, mais on est à 413. Et quelle est l'adresse IP qui est celle utilisée pour le brute force? Donc on a vu que c'est l'adresse IP qui est liée au script Python, donc c'est sûrement celle-ci. Et ensuite, après que le mot de passe ait été trouvé, quelle est l'adresse IP de l'attaquant qui a été utilisée contre l'admin panel? Eh bien, c'est toujours la même adresse IP de notre attaquant qui est la 148.42. Donc voilà pour la phase d'exploitation. On va passer à la phase d'installation. Ça aurait été plutôt rapide, je pensais qu'on allait mettre plus de temps. Après, si vous souhaitez rentrer beaucoup plus en profondeur sur l'investigation, je vous invite à le faire en parallèle, mais globalement ici, je vous ai donné les tips et les astuces pour comprendre au mieux l'investigation. Donc pour reprendre les premières informations qu'on avait, c'était 2 adresses IP, notre adresse IP de notre serveur web et l'adresse IP de l'attaquant, et également le scanner de vulnérabilité qui a été utilisé. Les informations qu'on a pu réutiliser dans la partie exploitation sont notamment l'adresse IP de l'attaquant. Le scanner de vulnérabilité à Cunesix ne nous a pas vraiment servi. On peut voir qu'une majorité des requêtes qui ont été envoyées sur notre serveur web viennent notamment de l'adresse IP 148.42, mais suite à notre investigation, on a pu voir également que cette adresse IP là, donc qui est sûrement le C2, donc le command and control de notre attaquant, a utilisé un script Python pour notamment effectuer une tentative de brute force. Tout ça, on a pu notamment le trouver avec les requêtes POST, donc qui sont en fait les requêtes qui sont envoyées sur notre serveur web. Et les informations qu'on a juste après sont notamment les form data, donc en fait qui sont les données brutes, donc en raw de nos requêtes, qui nous permettent notamment de retrouver notre utilisateur et notre mot de passe qui ont été utilisés pour l'attaque brute force. Ça, l'URI, on l'a vu juste avant. Donc c'est la page de connexion de l'administrateur. Et voilà, globalement, on aura fait de la regex, donc je vous l'aurais pas écrite, bien sûr, afin d'être le plus rapide possible, sinon la vidéo durerait beaucoup plus longtemps. Mais globalement, vous avez compris le principe du regex. C'est ici vous donnez en fait le champ ici vous donnez le champ que vous voulez extraire. Là, dans notre requête, à chaque fois, on voyait que dans les form data, on avait du user et du passwd. Donc en fait, ici, le but, c'est de prendre le passwd, de lui appliquer cette regex là pour venir renommer le champ creds, donc pour venir extraire le champ creds et nous donner les informations du mot de passe, et venir rechercher dans tous les mots et chiffres qui se trouvent juste après. Voilà, et après on aura regroupé ça sous forme de table afin de donner toutes les informations d'une manière un petit peu plus visuelle. Voilà globalement pour notre étape d'exploitation. On va donc maintenant passer à l'étape d'installation, où ici l'attaquant a dû sûrement installer des outils pour modifier bien la charte graphique de notre site.
On passe maintenant à la phase d'installation. Donc maintenant que notre attaquant a réussi à avoir les identifiants de notre administrateur, notamment grâce à un mot de passe relativement faible et l'exploitation du script Python pour la partie brute force, notre but va être de commencer notre investigation et de se concentrer sur les requêtes HTTP encore une fois, qui viennent de notre serveur 250.170, donc qui est notre serveur web, et qui vont contenir le terme .exe, puisqu'on est encore une fois sur un serveur web Windows, et donc potentiellement de l'exploitation de binaires qui se termine par une extension en .exe. Donc en lançant cette recherche, on va avoir plusieurs informations. Donc on va avoir 17 événements qui sont liés au .exe, et la première information qu'on va nous donner, c'est le part file name. Donc ça pour le coup c'est un champ qui me parle pas du tout et qui a l'air d'être propre à ce TP. Donc on va regarder ça ensemble, le file name. Et ici on va avoir deux outils, enfin deux binaires qui ressortent, c'est le 3791.exe et le agent.php, donc un qui a l'air légitime et un autre qui a l'air d'être un peu moins légitime tout d'un coup. Ils nous mettent justement ici qu'on a ces deux fichiers là. Ceux qui sont liés à notre serveur web, ça a l'air d'être fortement cela, donc on va regarder ça ensemble, mais à première vue on part sur le 3791.exe qui a l'air d'être malicieux, et dans cette recherche on peut voir qu'on a beaucoup d'informations qui ressortent et qui font notamment bugger pas mal TryHackMe. Donc si on se concentre sur nos adresses IP et qu'on recherche notamment la SRC IP, alors je vais juste marquer IP, sûrement que ça doit être un autre champ. Donc ici on voit le dest IP, c'est bien notre serveur web, et ici la C_IP, ça doit être notre seule adresse IP qui a été utilisée pour upload, justement pour envoyer le fichier. Donc c'est la 148.42, donc qui est toujours celle de notre attaquant. Donc potentiellement on confirme que le binaire ici est bien malveillant, puisqu'il vient d'une adresse IP qu'on a qualifiée comme malveillante juste avant. C'est ce qui nous met justement ici. Si on recherche de façon un petit peu plus récursive notre binaire, on peut voir qu'il tombe dans plusieurs sources type. Donc on va venir utiliser ça. Et on voit ici qu'au niveau des sources type, on a beaucoup d'événements Windows. On a très peu d'événements qui sont en lien avec le stream HTTP. On a du FortiGate et du Suricata. Je pense qu'ils vont nous emmener sur... Là maintenant notre but, ça va être tout d'abord d'avoir des informations d'exécution sur le processus, pour notamment avoir des fichiers enfants qui auraient pu être créés, donc ce qu'on appelle des fichiers enfants. En fait là ici on a notre process parent, donc c'est notre premier processus qui est créé sur notre poste. En fait tout ce qui va être exécuté ensuite et qui vont être liés à ce processus là, c'est ce qu'on va notamment appeler des processus enfants. Donc là, dans notre cas, vu qu'on est sur de la création de processus et qu'on est sur du sysmon, on va pouvoir venir rechercher ça. Donc tout ce qui est event ID sysmon, ici, c'est tout ce qui va être lié à la création de processus. Je vous invite à aller sur ce site-là, il est vraiment bien fait pour avoir le plus d'informations possible sur les event ID. Donc on voit ici qu'on est bien sur de la création de processus, et les champs qui nous ressortent sont le process GUID, donc on peut notamment suivre le nom du processus grâce au process GUID. Donc on va venir rentrer cette requête là afin d'avoir justement l'information que l'on souhaite rechercher, et on a 5 événements au total qui ressortent. Donc ici vous voyez que on a le parent command line, donc c'est ce que je vous expliquais juste avant, en fait tout ce qui va être processus parent enfant. Le premier ça va être le 3791. On va notamment avoir ici notre process GUID qui va ressortir. On va avoir ici le process GUID juste ici, et c'est notamment ce qui va nous permettre de pouvoir suivre ce process-là tout au long de notre investigation. Alors je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser de cette manière. Sysmon also collect de hash, donc ici on passe directement aux questions. Ici Sysmon nous a permis de venir collecter les hashes du processus malveillant. Et on nous demande ici de venir extraire le HMD5. Ça tombe bien puisqu'il doit être pas très loin, puisqu'on a pu le voir ici dans hashes. Donc ici on a un champ qui doit être sûrement extrait qui s'appelle hashes, donc on va venir le récupérer. Et on voit ici que on a tous les champs qui sont énoncés. Ce que je vous propose, c'est qu'on va venir table ça sur le champ hashes afin que ce soit un petit peu plus simple à voir, et potentiellement mettre le nom
également du processus. Pour ça, on va venir rechercher le process. Peut-être qu'on pourrait avoir le process name. Non. Donc où est-ce qu'on va venir récupérer cette information? Dans le parent command line. Ok, très bien. Donc on va venir remettre notre table et venir sélectionner le champ parent command line pour avoir notamment le hash qui correspond à notre processus. Donc pour retirer pour extraire notre champ MD5, on voit qu'il est juste ici, donc qui se termine par alpha bravo alpha. Donc on va venir le récupérer et on va venir l'envoyer dans Try. Et on voit que ce n'est pas le bon. Ils nous ont bien demandé le HMD5. Je pense qu'en fait c'est le copier-coller qui ne leur correspond pas. On va essayer de venir copier ça de manière brute. Alors ici c'est pas ce MD5 là, donc ça doit être sûrement lié ici au champ parent command line. On va juste récupérer la command line qui est vraiment pour le coup la source de l'exécution. Et je pense qu'ici on va avoir un hash qui va être différent. Oui, voilà, on a ici le hash qui est complètement différent. En fait, si vous voulez, comparé au parent command line, donc on avait juste ici. Ici, on a l'exécution du processus. Et donc ici, on peut notamment avoir le hash et il ne nous demande pas le hash même du processus en statique. Donc on va venir rentrer ça là. Au niveau du MD5 et on va faire submit et donc là c'est ok. Donc en fait pour revenir sur l'explication de ce que je viens de vous donner, ici ils nous mettent bien deux valeurs, notamment ici l'exécution du processus et ici ils nous demandent justement le hash du processus qui a été créé sur notre système. Donc en recherchant dans les logs quel utilisateur a permis d'exécuter le programme 3791.exe sur le serveur. Donc pour ça on va se rendre sur nos événements et potentiellement on a un compte qui est potentiellement ressorti dans user et on a le nAuthority e-user donc qui pour le coup est pas très legit sur un système. Donc on va venir rentrer ça et on va faire submit et ensuite on va venir envoyer le hash qu'on vient de donner à Try Avec Me sur VirusTotal. Et il nous demande quel est l'autre nom qui va être associé au fichier 3791.exe. Donc on va venir récupérer ce hash là, on va venir l'envoyer dans VirusTotal et on va aller ici dans la partie search et on va venir rentrer ici notre hash. Et la question c'était l'autre nom qui est associé à ce fichier. On peut voir qu'ici on a ab.exe, mais si on va dans details, on va pouvoir également avoir d'autres informations. Ici, on voit qu'on a un autre nom qui est donné et ici un autre nom. Donc, je pense très sincèrement qu'on est sur du ab.exe. Et on a terminé la dernière étape de cette vidéo. Donc, je vais vous faire un récapitulatif assez rapide de ce qu'on a vu. Et dans le prochain épisode, on verra directement les dernières phases en fait de notre attaquant sur notre système. Donc, vous voyez qu'on est sur une investigation assez simple. Ce qui est à retenir, c'est pas réellement les commandes, même si forcément elles peuvent être utiles pour venir rechercher de l'information, mais forcément elles vont venir changer en fonction du caractère en fait de votre investigation. Ce qui est à retenir, c'est la méthodologie et comment vous allez venir utiliser les outils. Donc pour rappel, on aura utilisé plusieurs outils au sein de cette investigation. Notamment les journaux sources. Donc on a plusieurs sources ici qui sont FortiGate, Suricata et tout ce qui va être requête et 2IS. Alors je vais juste fermer ça, voilà. Donc la Suricata, c'est ce qui nous a notamment permis d'avoir tout ce qui était partie son de réseau, et FortiGate pour la partie CVE qui a été exploité sur notre site potentiellement. On a eu également un brute force qui a été effectué de l'attaquant suite notamment au scan de vulnérabilité qui a été effectué, donc qui s'est notamment appuyé sur le CMS Joomla où il a effectué son brute force. Et une fois qu'il avait accès à notre site, donc sur la partie installation, il est venu exécuter, il est plutôt venu créer le fichier qui est 3791. Et quand on a regardé ça avec VirusTotal, on voit qu'on a également un autre nom de fichier qui sort. Donc potentiellement ici, dans les prochaines phases de notre exploitation, donc ici on va avoir tout ce qui va être action et objectif, donc potentiellement de l'exfiltration, peut-être également du CryptoLocker. Ici on va avoir de la communication avec un C2 et après tout ce qui va être phase de livraison, en fait, de déchargement du payload au sein du système en question.
Donc là, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est l'adresse IP de notre attaquant qui peut être utile pour justement venir latéraliser notre investigation, c'est-à-dire venir récupérer de l'information qui est liée justement à cette adresse IP-là. Notre fichier malveillant qui ressort, c'est le 3791.exe, mais ça ne serait pas étonnant d'avoir un ab.exe qui ressort. Et ensuite potentiellement de l'exploitation avec Joomla, donc potentiellement aller venir regarder la CVE ici qui pourrait être utilisée juste après. Donc voilà globalement les informations qu'on a eues sur notre première phase d'investigation. Si vous avez effectué cette investigation d'une manière complètement autre que celle donnée par TryHackMe, je vous invite directement à le mettre en commentaire, ça permettrait d'aider la communauté. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra la partie un petit peu plus deep concernant l'attaquant, et également voir comment ici on va pouvoir venir remédier à cette attaque. Donc c'était Val, j'espère que ce premier épisode, enfin plutôt ce deuxième épisode de cette série vous aura plu. On se retrouve pour le troisième et dernier épisode de cette série. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'était Val.